Bonjour, je m'appelle Alexis Fayol, président d'Interasso Grenoble-Alpes, la fédération des étudiants de Grenoble. Ces étudiants sont représentés dans notre fédération par une quarantaine d'élus étudiants ainsi que 15 associations, étudiantes également, et parmi lesquelles les associations de santé. Et c'est avec ces associations que nous avons travaillé sur le Ségur pour élaborer un tableau de propositions propre à notre expérience du terrain au niveau local. On a travaillé ce tableau sur 3 grandes thématiques. Une première thématique qui s'apparente aux études de santé et à la délivrance du diplôme, une seconde thématique sur l'environnement hospitalier et sa gouvernance, et enfin une dernière thématique qui traite de la place du numérique en santé et de l'offre de soins sur notre territoire. Du coup, sans plus attendre, je vous laisse découvrir l'ensemble de ces propositions. Bonjour, je m'appelle Oriane Arsac et je suis présidente de l'association des étudiants kinés de Grenoble et je vais m'occuper de présenter la première thématique qui concerne les études de santé. Notre première proposition concerne la revalorisation du statut et des indemnités financières des étudiants hospitaliers, avec comme première sous-proposition augmenter les indemnités de stage à minima 3,90 € de l'heure et leur versement mensuel. En effet, on sait aujourd'hui que l'indemnité de tout étudiant de l'enseignement supérieur et de la recherche, elle est définie par la Sécurité sociale depuis 2020 à 3,90 € net de l'heure. Or, ce n'est pas le cas pour les étudiants en santé. En effet, je parle pour nous, étudiants kinés, qui touchons une indemnité de 30 € par semaine en premier cycle, ce qui revient à 85 centimes de l'heure, et 40 € par semaine en deuxième cycle, ce qui revient à 1,14 € de l'heure. Pour les étudiants en soins infirmiers, l'indemnité, elle varie entre 28 et 50 € la semaine, ce qui revient à entre 80 centimes et 1,30 € de l'heure. Pour les étudiants en sage-femme, on est à 1,90 € brut de l'heure pour les étudiants en 4e année et 3,75 € brut de l'heure pour les étudiants en 5e année. La deuxième sous-proposition concerne l'extension du statut d'externe au premier cycle afin d'indemniser les frais liés au stage. Donc en effet, les étudiants de sage-femme de 2e ou 3e année, elles peuvent présenter des stages qui peuvent être à plus de 180 km de leur domicile, sans indemnisation ni pour le transport, ni pour le logement. Elles font l'équivalent d'un mi-temps et n'ont pas la rémunération adéquate. Et donc, étendre le statut d'externe aux étudiants de premier cycle permettrait de lutter déjà contre la précarité étudiante, contribuerait à l'amélioration des conditions de formation et améliorerait la qualité des diplômes en favorisant le gain d'expérience dans des lieux de stage éloignés géographiquement. Alors ce statut d'externe, il concerne réellement les sages-femmes, les médecins, les pharmaciens et les dentistes. Toutefois, les bénéfices qu'entraîne ce statut d'externe, donc à savoir les aides au logement et puis l'augmentation des indemnités de stage, ça intéresse également les étudiants kinés et les étudiants infirmiers. En effet, si un étudiant infirmier ou un étudiant kiné souhaite effectuer un stage dans un domaine qui l'intéresse, mais que ce stage est excentré par rapport à son domicile, il ne possède pas d'aide au logement. Il doit lui-même financer son logement. Et donc, ça peut pousser les étudiants à choisir des lieux de stage non pas en fonction de leur domaine d'intérêt, mais en fonction de leur coût. Bonjour, je suis David Lègle, étudiant en 3e année de kinésithérapie à l'université Grenoble-Alpes. Pour continuer sur la thématique des études de santé, j'aimerais vous parler des frais de scolarité qui sont demandés par certains établissements de formation aux étudiants en santé, notamment infirmiers et kinésithérapeutes. En effet, depuis la loi de décentralisation de 2004, les instituts de formation en soins infirmiers et les instituts de formation en masso-kinésithérapie, IFMK, sont financés par les régions. Ceci amène à des différences de traitement entre les différents établissements de formation, traitement qui est dépendant de la politique de financement de chaque région. À titre d'exemple, dans un IFMK public, les frais de scolarité demandés peuvent aller jusqu'à 6 000 € par an et par étudiant, et jusqu'à 9 000 € par an et par étudiant dans un IFMK privé qui dispense la même formation. Donc cela pose des problèmes importants, notamment l'endettement conséquent des étudiants qui peut aller jusqu'à 36 000 € par personne pour une formation,
ce qui va amener des situations de grande précarité financière et d'insécurité matérielle et psychologique qui sont beaucoup plus importantes que pour les étudiants en dehors du domaine de la santé. Un deuxième point, c'est le choix, entre guillemets, par défaut, des étudiants de travailler dans des structures qui rémunèrent mieux pour faire face au remboursement de leur emprunt, et ceci au détriment des centres hospitaliers dont les niveaux de rémunération ne sont pas compatibles avec le remboursement d'un prêt étudiant conséquent. Un troisième point, c'est la diversification des profils professionnels qui n'est pas possible, donc par manque de moyens, pour les étudiants et les professionnels qui veulent s'orienter soit vers la recherche ou alors vers une offre de formation plus internationale, notamment. Donc face à ces problèmes, deux propositions que nous souhaitons porter. La première, c'est diminuer les frais de scolarité dans les établissements publics, afin que ces frais de scolarité soient alignés sur les frais universitaires communs, en intégrant dans les textes de loi l'obligation d'une prise en charge financière complète par les pouvoirs publics dans ces établissements. Un deuxième point, c'est le développement des aides financières qui sont encore insuffisantes pour accéder aux établissements privés, qui sont souvent l'unique offre de formation dans certains territoires, et ceci sans contraindre les étudiants à s'orienter vers une formation clinique ou un exercice professionnel qui ne répond pas nécessairement à leurs besoins. Je suis Alexia Bichon, vice-présidente chargée de la représentation et des études médicales à l'Association des étudiants en médecine de Grenoble. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est très important, qui est celui de l'amélioration des stages. Tout d'abord, il serait important de mettre en place une convention entre l'étudiant, le CHU et la faculté, donc l'UFR de médecine, puisqu'elle n'existe pas. Et elle est très importante pour mettre en exergue les modalités d'accueil, les objectifs de stage et définir l'encadrement de l'étudiant. Dans un deuxième temps, il serait utile de généraliser la plateforme d'évaluation des stages qui existe déjà pour les étudiants en médecine au reste des autres filières, puisqu'elle permet de perfectionner la formation. Elle permet de mettre en avant ce qui ne fonctionne pas, et aujourd'hui, dans beaucoup de filières, les remontées de problèmes se font par des mails, et il y a trop d'intermédiaires et une peur des représailles pour les étudiants. Les problèmes ont été encore plus mis en avant avec le début de la crise du Covid, et donc la plateforme s'est montrée encore plus nécessaire. Et dans un troisième temps, il est nécessaire d'améliorer le suivi des stages. Les étudiants ont besoin de tuteurs qui soient encadrés, formés avec une rémunération adaptée et un planning qui est pensé pour pouvoir faire le suivi des étudiants, notamment via des bilans de mi-stage, de fin de stage. C'est important aussi de généraliser une formation par l'université et non plus par des organismes privés, puisque cela permettrait de linéariser les prix et d'avoir une certaine unité de la formation des formateurs au niveau national. Bonjour, donc moi je suis Bérénice, vice-présidente en charge des réseaux de l'association des étudiants en pharmacie de Grenoble, et je vais enchaîner avec une position justement spécifique aux pharmaciens qui serait de valoriser et d'augmenter le nombre de postes de recherche à l'hôpital en maintenant la filière IPR en pharmacie. Donc déjà, qu'est-ce que la filière IPR? C'est la filière innovation pharmaceutique et recherche. C'est un choix qui s'offre à l'étudiant après avoir passé le concours national de l'internat. Donc c'est une filière longue de recherche qui s'accompagne de 4 ans d'internat donc à l'hôpital, qui est une plus-value non négligeable. Donc elle est actuellement en cours de réforme et elle est menacée d'être supprimée, alors que c'est une filière qui est souhaitée par les étudiants actuellement. Donc de 2013 à 2017, le nombre de postes stagnait à 46-47 postes à peu près, et aujourd'hui on se retrouve à seulement 24 postes, ce qui fait un seul poste pour chaque fac de pharmacie en France, étant donné qu'il y en a 24. Donc pourtant il constitue une voie unique d'accès à la recherche dans le domaine des sciences pharmaceutiques appliquées à l'hôpital. Et la diminution progressive de ces postes depuis quelques années s'oriente vers la disparition de cette filière sans que les étudiants n'aient d'autres alternatives. Et de plus, l'épidémie Covid souligne le caractère indispensable d'une activité de recherche transnationale hospitalière qui peut être assurée en partie par ces professionnels de santé. Ensuite, j'aimerais vous parler du fait de créer ou d'adapter une formation en santé publique qui corresponde aux débouchés de ce domaine pour les étudiants en pharmacie, mais également pour les autres étudiants de santé. Donc à l'heure actuelle, il existe un DES de santé publique, mais qui est accessible seulement pour les étudiants en médecine. Il nous paraît nécessaire de permettre aux autres étudiants de santé d'y avoir accès.
Donc en effet, la crise sanitaire, comme je le disais précédemment, a montré les défis, les enjeux de la recherche, mais également en santé publique. Et il y a un potentiel derrière cette formation qui n'est pas négligé pour les autres professionnels de santé. Et ça pourrait présenter une nouvelle voie d'orientation pour beaucoup d'étudiants désireux de s'orienter dans ce domaine-là, qui prend de plus en plus d'ampleur. Bonjour, je m'appelle Luna Mourenas, je fais partie de l'association des étudiants et étudiantes sages-femmes de Grenoble et je vais continuer avec vous autour du statut étudiant et de la qualité de diplôme, en commençant par parler de l'intégration universitaire. Donc actuellement, il y a quelques filières qui ne sont pas complètement intégrées à l'université. On retrouve notamment les étudiants et étudiantes infirmiers, sages-femmes et kinés. Cette intégration, elle permettrait aux étudiants de voter à leur élection étudiante, ce qui n'est actuellement pas le cas pour les infirmiers et les kinés par exemple. Ils ne peuvent du coup pas porter leur voix au niveau universitaire, ce qui peut poser de nombreux problèmes, notamment dans la crise du Covid comme on a pu le voir avec les IFSI, qui n'étaient pas du tout soumis aux mêmes règles d'université que les autres filières. Donc il n'y avait pas de contrôle sur leur continuité pédagogique, ni sur le respect des règles qui étaient fixées pour les partiels. Un second point assez important, c'est la délivrance du diplôme. Donc pour les étudiants infirmiers, elle ne se fait pas par l'université. Pour eux, donc les études d'infirmier durent 3 ans. Leur grade de licence, il est d'abord vu comme juste une reconnaissance d'un niveau licence, ce qui a montré de nombreuses limites depuis le début dans la difficulté d'accès à la poursuite d'études, notamment au grade de master, et également dans la reconnaissance au niveau international, ce qui ne favorise pas du tout les projets à l'étranger pour ces étudiants et ces étudiantes. Le même problème va se poser pour les étudiants et étudiantes en kinésithérapie. Donc les néodiplômés, donc après 5 ans d'études, sont considérés comme des Bac+2 par l'université. La non-reconnaissance de ce niveau master, elle va entraîner des salaires peu attractifs pour l'hôpital. Les kinés vont avoir donc une forte tendance à s'installer en libéral, ce qui explique un déficit de professionnels assez grand dans le secteur hospitalier. C'est pourquoi on trouve important d'accorder ce diplôme national de licence à l'ensemble des étudiants en santé à la fin de leur 3e année d'études, pour qu'ils soient vraiment considérés comme des étudiants universitaires à part entière et pas comme encore aujourd'hui un statut un petit peu particulier à part. Pour continuer dans cette thématique un peu d'intégration, on va aborder le sujet des bourses. On souhaiterait que tous les étudiants et étudiantes soient rattachés au Crous. Pour le moment, les kinés, les sages-femmes et les infirmiers dépendent de la région pour leurs bourses. Le problème qui va se poser, c'est que si des décisions vont être prises par le Crous au niveau national, comme on a pu le voir pendant le Covid, ces étudiants qui dépendent de la région ne vont pas bénéficier de ces aides. Et en plus de ça, les étudiants qui dépendent de la région ne vont pas être considérés comme prioritaires pour les logements du Crous, car aux yeux du Crous, ils ne seront pas du tout vus comme étant boursiers. Donc toujours dans ce sujet des bourses, on souhaiterait un rallongement des bourses. Actuellement, il n'y a que 10 mois de bourse. On observe donc une dichotomie entre ce qu'on demande aux stagiaires, qui vont avoir des stages sur 12 mois, et ce qu'on leur permet de faire, en leur donnant une bourse uniquement du mois de septembre au mois de juin. Cette situation, elle est vraiment source d'accroissement de la précarité, et on se retrouve avec des étudiants et des étudiantes qui vont devoir travailler sur 12 mois, y compris au mois de juillet et au mois d'août, et qui ne pourront donc pas avoir un travail étudiant à côté. Bonjour, je suis Margot Saunier, présidente de l'AECFG, Association des étudiants et étudiantes sages-femmes de Grenoble. Afin de continuer avec vous sur la thématique de retravailler le statut d'étudiant et la qualité du diplôme délivré, j'aimerais maintenant aborder avec vous un point assez propre au cursus de sage-femme, à savoir s'assurer de la reconnaissance des acquis professionnels. Il faut savoir qu'actuellement, les étudiants en médecine ont la possibilité d'exercer en qualité d'aide-soignant après validation de leur 2e année de premier cycle d'études. Les étudiants infirmiers, quant à eux, valident le diplôme d'état d'aide-soignant après validation de leur première année d'études. Ces équivalences leur permettent d'effectuer des remplacements sur ces postes durant leur cursus de formation, chose qui n'est actuellement pas possible et non retrouvée dans les études de sage-femme. En effet, il existe un véritable vide juridique concernant l'autorisation ou l'interdiction pour les étudiants sages-femmes d'effectuer des remplacements sur les postes d'auxiliaire puéricultrice ou aide-soignant durant leur cursus de formation. C'est en discordance avec le fait qu'on délivre même le diplôme d'auxiliaire puéricultrice aux étudiants sages-femmes qui sont amenés à stopper leurs études. Il faut savoir que cette extension d'acquisition professionnelle leur permettrait
d'effectuer des remplacements durant leur formation et ainsi, pourquoi pas, de répondre aux besoins ponctuels et périodiques des différents établissements de santé durant, par exemple, les périodes des congés annuels des personnels hospitaliers. Cette non-reconnaissance entraîne à ce jour des risques en termes de dépassement de connaissances, rémunération illégale et engage la responsabilité civile de l'étudiant. Les étudiants sages-femmes se prononcent donc sur l'acquisition de l'équivalence d'aide-soignant dès la fin de leur deuxième année d'études, au même titre que les étudiants en médecine, et sur l'acquisition de l'équivalence d'auxiliaire puéricultrice dès la validation de leur troisième année d'études. Bonjour, je suis Fanny Lefebvre, étudiante sage-femme, et je fais partie de l'association des étudiantes sages-femmes de Grenoble. Je vais donc débuter cette deuxième thématique concernant l'environnement hospitalier en abordant la mise en place de la bi-appartenance. Sage-femme est une profession médicale. La durée des études est de 5 ans. Les sages-femmes qui effectuent une thèse puis un doctorat doivent choisir entre leur pratique clinique et leur pratique de l'enseignement et de la recherche, contrairement aux pharmaciens, chirurgiens-dentistes et médecins. Les sages-femmes n'ont donc pas le statut de PU-PH, professeur des universités, praticien hospitalier. Cette situation est assez délétère pour l'actualisation de leurs connaissances et l'enseignement qu'ils ou qu'elles peuvent fournir. En effet, dans certaines universités, les professeurs n'ont pas pratiqué en milieu hospitalier depuis une dizaine d'années. Il faut aussi savoir qu'une sage-femme enseignant-chercheur a un salaire à peine plus élevé qu'une sage-femme clinicien malgré ses années d'études supplémentaires. La recherche n'est donc pas attractive, il y a un manque de connaissances sur la grossesse et le corps de la femme, et cela peut aussi être délétère pour les soignants, les patients et les patientes. Afin de continuer sur la thématique de l'environnement hospitalier, sur la revalorisation du statut des professionnels de santé, cette revalorisation passerait par une augmentation du nombre de postes et du recrutement à l'hôpital. À savoir, pour être un bon soignant, il faut pouvoir prendre le temps d'écouter et d'accompagner son patient. Or, ce jour, on remarque vraiment un manque de personnel hospitalier dans certains services qui ne permettent pas, du coup, de maintenir ces critères essentiels aux soins. Par exemple, il manque cruellement de pharmaciens à l'hôpital. Les différents services de l'hôpital n'ont pas tous des pharmaciens. Les étudiants actuellement dans les filières pharmacie n'ont pas de visibilité du coup sur les débouchés et les projets professionnels. Par exemple, dans le cursus des sages-femmes, les sociétés savantes recommandent une sage-femme, qui est un fait bien loin des standards actuels. De plus, les mauvaises conditions de stage vécues par les étudiants sont très souvent liées au manque de personnel, d'où l'importance d'augmenter les effectifs, particulièrement dans les services en tension. La dernière problématique que je voudrais aborder concerne la tarification à l'activité des établissements hospitaliers ou T2A. Donc en quoi cela consiste ? Les établissements de santé sont rémunérés en majeure partie via ce modèle et donc en fonction en fait de leur volume d'actes, en fonction du volume d'activité médicale qu'ils vont pratiquer. Donc ça a un risque, c'est que les établissements privilégient la quantité d'actes plutôt que leur qualité. En effet, pour une bonne prise en charge, il est nécessaire que les professionnels de santé aient le temps d'écouter, d'accompagner le patient. C'est pour ça qu'il faut effectuer des forfaits pour comprendre la pertinence et la qualité des soins afin de ne pas tomber dans les failles de cette tarification à l'activité. Pour continuer du coup dans cette thématique-là, il faudrait une revalorisation des salaires du personnel hospitalier puisque ceci permettrait de relancer l'attractivité pour l'hôpital public. À savoir, à ce jour, de nombreuses filières demandent et réclament des revalorisations salariales qui seraient à la hauteur de leur charge de travail et de la difficulté des tâches effectuées. Les infirmiers, par exemple, commencent en sortie d'études à 1 400 € net, ce qui est assez peu et peu attractif pour l'hôpital public.
Les sages-femmes demandent également depuis de nombreuses années une revalorisation des salaires à la hauteur de leurs compétences et responsabilités médicales qui ne cessent d'augmenter. Petit point également, il faut savoir qu'à ce jour, pour les infirmiers et les sages-femmes, une garde de nuit est payée seulement 1 € de plus de l'heure qu'une garde de jour. Donc, par rapport à la charge et la difficulté que demande une garde de nuit, 10 € de plus ne va pas dans le sens de la difficulté des charges demandées et des conséquences que peut avoir une telle garde sur les personnels hospitaliers. Bonjour, je suis Audrey Cornélie, présidente de l'association des étudiants en soins infirmiers de Saint-Égrève. Je vais vous parler de l'amélioration de l'environnement pour les professionnels de santé et notamment les tenues. Il faut savoir que pour la plupart des étudiants dans le domaine de la santé, il est indispensable d'acquérir dès le début d'année des tenues indispensables à leur pratique professionnelle lors des stages. Ces tenues peuvent représenter jusqu'à 10% d'un budget total de rentrée pour un étudiant. Il faut savoir également que l'entretien de ces tenues pour environ 60% des étudiants est à leur charge, ce qui les oblige à payer un service de lavage automatique ou à les nettoyer eux-mêmes à domicile, sachant que ces tenues sont fréquemment souillées par des liquides biologiques. La prise en charge et l'achat de ces tenues par les organismes de formation serait une réelle avancée pour diminuer la précarité étudiante, mais aussi pour l'hygiène hospitalière, tant pour les professionnels que pour les étudiants. Je m'appelle Elsa Durier et je suis vice-présidente générale de l'association des étudiants en soins infirmiers du CHU de Grenoble. Je vais, dans la continuité de l'amélioration de l'environnement des professionnels de santé, vous parler de la discrimination et du harcèlement. Notre souhait est d'appliquer le principe de tolérance zéro en matière de discrimination et de harcèlement et de donner plus de visibilité aux médiateurs hospitaliers. Pour appuyer nos propos, je vous invite à vous reporter au compte-rendu de santé et de bien-être réalisé par les fédérations nationales étudiantes de médecine et pharmacie qui vous ont été transmises. Vous recevrez aussi très prochainement le compte-rendu des étudiants en soins infirmiers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, certaines étudiantes ont subi du harcèlement en une durée de stage d'à peine 1 mois, toutes filières de santé confondues. Actuellement, la Fédération nationale des étudiants en médecine réalise une enquête sur les violences sexuelles et sexistes. Il en ressort déjà que 45% des étudiantes ont subi du harcèlement lors de leur stage, sur de courtes durées et qui plus est dès le premier ou le second stage de leur formation. Un autre exemple concernant principalement les étudiants infirmiers, la discrimination inversée. Les hommes étant beaucoup moins nombreux dans la formation, les femmes peuvent se retrouver en difficulté face à des professionnels favorisant le genre et non l'étudiant en lui-même. C'est pourquoi nous demandons que soit mis en place la tolérance zéro. Nous souhaitons aussi un accroissement de la visibilité des médiateurs hospitaliers. Il n'en existe qu'un seul par institut, qui est lui-même relayé par un référent dans chaque service, et ce sur la base du volontariat. Ce qui signifie qu'ils ne sont pas toujours disponibles et surtout ne sont pas nécessairement formés pour le rôle qu'ils endossent et ne peuvent donc, dans l'état actuel des choses, assumer pleinement leur rôle. Bonjour, je suis Rémi Ferlac, le président de l'association des étudiants en soins infirmiers du CHU de Grenoble. Je vais maintenant vous parler de la mise à disposition de chambres de garde pour tous les personnels, que ce soit les professionnels ou les étudiants qui effectuent des gardes. On voit au CHU de Grenoble que certains services investissent pour avoir des chambres de garde, qu'ils soient individuelles, salubres et avec tout le matériel nécessaire, mais ce n'est pas le cas partout. On fait le même constat dans tout le territoire et dans toute la France. Certains services n'ont pas de matériel adapté dans les chambres, voire même pas de chambre du tout. Sauf qu'une personne qui ne se repose pas bien ou qui ne dort pas bien quand elle effectue par exemple une garde de 24 heures, c'est une personne qui va être fatiguée et comme on dit, pour soigner correctement, il faut être soi-même en bonne santé et donc se reposer correctement. Si l'on est fatigué, on augmente le risque d'erreur, ce qui peut être délétère pour le patient. Nous demandons donc une mise à disposition systématique de chambres de garde individuelles, salubres et avec tout le matériel nécessaire. Ensuite, je vais vous parler de la gouvernance hospitalière. Nous souhaitons que la gouvernance hospitalière soit repensée pour une meilleure intégration de tous les professionnels et de tous les étudiants de santé, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux, afin de rendre la commission médicale d'établissement moins administrative et plus fonctionnelle,
avec des décisions plus horizontales, une composition plus hétérogène qui permettra de relater la réalité du terrain. Et il faut que tous les professionnels de chaque corps aient une voix délibérative au sein de cette commission médicale d'établissement pour avoir un réel impact et une réelle utilité d'une pluriprofessionnalité dans la commission médicale d'établissement. Bonjour, je m'appelle Teddy Galozin et je suis président de l'AEPG, donc l'association des étudiants en pharmacie de Grenoble, et j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui la troisième thématique qui concerne le développement du numérique et de l'organisation territoriale des soins. Comme première proposition, nous souhaiterions en fait faciliter l'accès du patient à ces informations et à ces données, et c'est pourquoi nous soutenons la création de l'ENS, donc l'espace numérique de santé, qui, pour rappel, est donc une plateforme où l'ensemble des informations et des données du patient seraient concentrées donc sur cette même plateforme à un seul endroit. On retrouverait donc par exemple les résultats d'analyse, les remboursements, une prise de rendez-vous, etc. L'aspect important de cet espace numérique de santé, c'est que en fait le DMP y sera intégré, donc c'est le dossier médical partagé, et c'est aujourd'hui un véritable outil qui permet de coordonner les professionnels de santé entre eux et donc de permettre un véritable suivi médical du patient et une continuité des soins. Ce qu'on souhaiterait aussi, ça serait de pouvoir développer ce DMP en rajoutant un volet prévention, un volet vaccination et aussi permettre un accès aux aidants, un accès consultatif aux aidants et sous accord du patient à ce DMP. Comme deuxième proposition, nous souhaiterions faciliter l'utilisation du numérique en santé, donc dans un premier temps en garantissant une interopérabilité entre les différents outils numériques utilisés. On a l'exemple aujourd'hui de certains logiciels qui ne fonctionnent pas entre eux en santé. Et dans un deuxième temps, nous souhaiterions aussi créer un bouquet de services numériques qui là serait un peu plus spécialisé pour le professionnel de santé et qui lui permettrait d'avoir regroupé à un seul et même endroit, sur une seule et même plateforme, un peu comme l'ENS, l'ensemble des outils et des informations dont il a besoin dans sa profession. Voilà donc pour la partie sur le numérique avec ces deux propositions. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Camille Couteau et je suis la représentante des étudiants en kinésithérapie de Grenoble. Donc pour cette troisième et dernière thématique, je vais vous parler d'un point qui nous est très important et qui nous tient vraiment à cœur. Ce point porte sur le développement du territoire. Donc aujourd'hui, nous aimerions une aide plus importante à l'installation des professionnels de santé dans des zones sous-denses. Ces aides, ça passerait par des primes, par une diminution des charges à l'installation, aussi par un soutien plus important des pairs. Tout ça dans l'optique de faire venir les professionnels de santé dans les zones sous-denses, mais pas que. Le but est aussi de les faire rester dans ces zones. Toujours autour de cette thématique et donc du développement du territoire, je vais vous parler d'un point qui est l'ouverture des stages en zone rurale. Donc comme dit précédemment, de nombreux étudiants aimeraient ou doivent faire leur stage dans des zones plus excentrées, sauf que de nombreux problèmes s'imposent à eux, surtout des problèmes de financement du logement, financement des déplacements, et donc les étudiants ne peuvent pas tous se permettre d'effectuer leur stage dans des zones excentrées. Ce qu'on aimerait donc aujourd'hui, ce sont des aides qui leur seraient apportées pour favoriser tous ces stages qui sont plus excentrés. Donc des aides au logement, des aides dans les déplacements, car on sait très bien que les stages qui vont être effectués dans un milieu hospitalier ou dans un milieu rural ne vont pas du tout apporter les mêmes compétences à nos étudiants. Et donc on aimerait les valoriser et favoriser leur apprentissage dans ces zones. Pour terminer cette dernière thématique sur le développement du territoire, nous proposons de soutenir la mise en place des maisons de naissance. Donc en effet, c'est une position qui est défendue par l'Association nationale des étudiantes sages-femmes. Il y a donc eu un constat d'une médicalisation parfois excessive et systématique de l'accouchement. On retrouve donc une demande grandissante des femmes et des couples pour un suivi de grossesse et un accouchement plus respectueux de la physiologie et du corps de la femme. On retrouve également une demande de mise en place efficace d'un accompagnement global et personnalisé dans des structures dédiées. C'est donc ce que permettraient de faire les maisons de naissance. Cela permettrait également aux étudiants et étudiantes d'être formés différemment. Cela pourrait ouvrir de nouveaux lieux de stage, d'autant plus qu'au niveau local, donc à Grenoble et aux alentours, les maisons de naissance commencent à émerger.
Merci d'avoir écouté l'ensemble de nos propositions. Nous espérons que vous en tiendrez compte lors des concertations sur le Ségur. Et si d'ici là vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre à président@interasso.fr.